Finalement, au travers de la remise en cause de l'Hermès de Praxitèle et du buste de Néfertiti, on voit que la question centrale est escamotée. Pour mieux comprendre la problématique, il ne faut pas oublier le moteur de la querelle, l'étincelle du doute. Ces œuvres seraient trop belles pour être vraies. L'éclat de leur beauté dépasse et de loin leur temps, dans lequel elles devraient rester limitées, et c'est pourquoi il y aurait anguille sous roche. Cela dévoile beaucoup sur la motivation des sceptiques. Une œuvre du passé ne pourrait pas être aussi magnifique. Il est inconcevable qu'on ait la chance de profiter d'une telle beauté. Nous ne le méritons pas, le sort ne saurait le tolérer. Il y a toujours des esprits malins pour affirmer que Shakespeare ou Molière n'ont pas écrit leurs pièces, croyant du même coup effacer le poids écrasant de leur génie. Pour finir et récapituler, se pourrait-il que l'Hermès soit dû à un copiste peu fidèle ou à un sculpteur secondaire homonyme de Praxitèle et postérieur à la date que l'on croit? Que le buste de Néfertiti soit le fruit d'un faussaire, même bien intentionné, du XXe siècle? Se peut-il que d'obscurs praticiens aient élaboré un objet, en remontant les arcanes du temps, pour atteindre avec une telle intelligence le style de Praxitèle, celui de la XVIIIe dynastie? Ces conditions de soumission ne devraient pas produire un chef-d'œuvre, du moins dans une certaine conception de l'art. On comprend mieux la hargne, pour quelques-uns, de les dénoncer. Et pourtant, voici que surgissent des objets parmi les plus aimés, et durablement, car le public leur sera resté fidèle par-delà les modes. Ce n'est pas en terminant son livre par kitsch que l'auteur pourra convaincre. Il a le droit de ne pas goûter cette œuvre. Mais aurait-il raison sur l'erreur de datation, qu'un mystère encore plus grand s'ouvrirait sur la force de cette image? S'il était un objet de style nouille, évoquant l'Égypte antique, quel mal à cela? Pourquoi le mépriser? Il n'en serait pas moins réussi. La Renaissance et le siècle qui suivit n'a-t-il pas favorisé la production de statues splendides à l'antique? Si les faussaires produisent des œuvres plus belles que les artistes, alors pourquoi s'intéresser aux artistes? Stirling proclame « trop belle pour être vraie ». Il reste à lui répondre « trop belle pour être fausse ». Il n'est pas tenable de soutenir que ces œuvres ne sont pas dignes de l'admiration uniquement parce que leur époque de fabrication n'est pas celle que l'on croit, ou parce qu'il faut les attribuer à quelqu'un d'autre. Comme si l'on devait trouver l'émotion artistique dans les renseignements contenus dans la plaquette de présentation, plutôt que dans l'œuvre elle-même. Toute cette analyse est profitable car elle conduit à s'apercevoir qu'une certaine façon de présenter l'importance de l'art au travers de son histoire est caduque, et qu'il faut chercher les qualités intrinsèques de ce qui se donne à voir. Si un artiste mineur, un obscur faussaire, peut créer une œuvre aussi aimée que l'Hermès d'Olympie ou le buste de Néfertiti, alors il n'est plus une figure secondaire. Et certains verrous que les experts veulent maintenir pour réguler l'histoire de l'art doivent sauter pour que se pose enfin la vraie question: pourquoi ces œuvres sont belles? Le mystère de Néfertiti persiste-t-il? Une hypothèse pourrait être hasardée. Pour ce faire, il faut revenir en arrière pour examiner les indices. Stirling tient beaucoup à insister que le buste est intact, ou presque.
pour instiller le doute qu'il n'ait pu être trouvé comme le relate Borchardt, et accréditer la thèse d'une fabrication moderne. Mais en dehors d'une plaque de peinture manquant sur la tiare, il faut se poser la question des oreilles. Les deux oreilles sont ébréchées, tailladées, donc de chaque côté du visage. Et pourtant les joues ne portent aucune marque. Comment est-ce possible et comment l'expliquer? Si l'on s'intéresse à l'Égypte antique, on pense inévitablement aux têtes de remplacement. Étrangement, Stirling, sans y accorder plus de considération, cite l'observation de Wildung qui, lui, relevait qu'un autre cas de la rare combinaison pierre et plâtre avait déjà été utilisé pour la tête de Khaotep pendant la 4e ou 5e dynastie. Or, il s'agit d'une tête de remplacement. Aucun des deux, pourtant, n'envisage que le buste de Néfertiti puisse avoir été prévu pour cette fonction réactualisée, quelques siècles plus tard. Aucun des deux ne rapproche les deux indices, fabrication pierre et plâtre et oreille cassée. Stirling a laissé entendre que les Égyptiens ne concevaient de buste qu'intégrant l'amorce des épaules. Et nous avons déjà pu voir que ce n'était pas vrai avec la tête salte. Mais voilà qu'il existe encore un autre cas particulier de sans épaules, et que le livre sous-titré « Une imposture de l'égyptologie » réussit habilement à escamoter, où la tête ne se prolonge que jusqu'à la base du cou, tranchée horizontalement, la tête de réserve ou de remplacement. Il ne s'agit pas d'une tête avec le cou arrêté par un arrondi qui épouse le décolleté afin de s'emboîter dans un buste, une statue, un groupe, mais d'une tête qui peut tenir verticalement sur la base de son cou. La particularité de ce rite mal connu, mais spécifiquement égyptien, consiste à placer dans la tombe un portrait du défunt quelque peu idéalisé, ou plus exactement dépouillé, et d'effectuer sur lui une privation d'un de ses sens, et peut-être de plusieurs. Le plus évident étant celui de lui ôter ou de lui briser les oreilles. Il existe de nombreux témoignages de ce rituel, dont les exemples trouvés sont concentrés pendant l'Ancien Empire, et que l'on ne sache pas avoir persisté ensuite, mais qui pourraient bien avoir été réactivés au moment du bouleversement d'Aton. Bien sûr, la plupart des têtes retrouvées ne présentent que la tête et le cou tranchés. Mais avec la haute coiffe de Néfertiti, comment la faire tenir en équilibre? Il fallait ajouter un peu du buste. Les têtes pour les exemplaires qui nous restent sont pour la plupart blanches, sauf exception, car il existe bien un cas de solution atypique, celle du buste d'Ankaef, qui sans être complètement polychrome, comporte cependant une couleur de peau et semble-t-il une couleur pour l'iris. Au lieu de se limiter à la naissance du cou, le buste montre les bras sectionnés aux aisselles, tandis que le tronc se trouve interrompu sous la poitrine. Il n'est peut-être pas anodin que le corps soit plus long que les bras, puisque le but serait d'opérer une sorte de mutilation, d'aphérèse. Résolvons le paradoxe de suggérer l'existence de ce que l'on ôte. Si le buste n'apparaît pas orthodoxe, c'est-à-dire exactement sur le modèle des autres têtes de réserve, Ankaef a néanmoins subi l'ablation des oreilles. La liturgie souffre-t-elle des adaptations selon le rang, la fonction, voire les désirs de chacun? On ne peut éviter de songer que dans la tombe de Toutankhamon,
qui, faut-il le rappeler, a restauré le culte traditionnel d'Amon, se trouve un mannequin assez semblable à celui d'Ankaef, doté d'une tiare évoquant celle de Néfertiti, quoique plus courte, et dont le buste descend, lui, environ jusqu'au nombril. Son usage reste douteux. Les oreilles ne sont pas abîmées, ni l'iréus. Mais le rituel prévu au moment de l'élaboration de la tombe pourrait avoir été abandonné dans la précipitation, ou bien avec la restauration religieuse. Que le buste de Berlin ait été la tête de remplacement de Néfertiti pourrait éventuellement expliquer le manque de l'œil et d'amorce de bras, et peut-être même l'uréus à raser, et bien sûr les oreilles abîmées. Plus troublant, cela impliquerait que la cérémonie funéraire ait été effectuée après l'inhumation, et que le buste ne proviendrait pas de l'atelier de Thoutmosé, mais d'une cache, où le trésor de Néfertiti aurait été déposé. On peut imaginer l'œuvre vendue à Borchardt par un de ses ouvriers exerçant le trafic. Le saura-t-on jamais? Il reste le passage de la douane. Nul doute que Borchardt ait pris la mesure de sa découverte. Nul doute qu'il ait résolu d'emporter le buste. Deux éléments pouvaient l'aider. L'art de la XVIIIe dynastie, 10 années avant la découverte du trésor de Toutankhamon, se trouvait dévalorisé comme caricatural. Les experts n'en attendaient rien de bon ni de beau. Ensuite, les photos en noir et blanc ne rendaient pas justice à l'œuvre. En manœuvrant finement, montrant d'abord des pièces qui pouvaient intéresser le musée du Caire, représenté par l'égyptologue Gustave Lefebvre, et le poussant à en sélectionner beaucoup, il pouvait, quand le rythme inévitablement se ralentirait, sortir le buste d'Égypte. A-t-il utilisé un autre subterfuge? Si l'Égypte réclame le retour de l'œuvre, c'est qu'elle ne la considère pas comme un faux. Le livre de Stirling pourrait servir la cause de l'Allemagne dans ce subtil conflit, mais son auteur y aura sacrifié son crédit pour elle. La polémique a cet avantage de bloquer toute négociation pour la restitution, et le scandale ne nuit pas à l'intérêt du public, on le sait. Wildung aurait-il en sous-main astucieusement manipulé Stirling, le poussant à publier ses doutes, mais sans toutefois s'impliquer personnellement, dès lors qu'il obtenait le poste convoité. Il apparaîtrait ainsi le défenseur et même le sauveur d'une pièce que le monde entier envie au musée de Berlin et pourrait rivaliser en notoriété avec Zahi Hawass. Il y a quelques mois, une équipe de scientifiques faisait une découverte fracassante. Le sourire de la Joconde serait dû au fait qu'elle était enceinte. Il faut se pincer pour ne pas s'esclaffer. Faut-il attendre un enfant pour sourire? Léonard n'a-t-il pas orné de cette même expression des personnages qui ne pouvaient rien espérer de ce côté, comme saint Jean-Baptiste? Mais la science ne se conteste pas sans blasphème. Tout récemment, on pouvait lire sur de nombreux sites un message comme celui-ci. Néfertiti liftée. Celle qui est considérée comme la Mona Lisa du monde antique pourrait bien ne pas avoir été aussi belle. C'est ce que pensent certains scientifiques allemands. Le visage de Néfertiti, délicatement sculpté dans le calcaire, suggère que le sculpteur royal de l'époque a sans doute lissé les plis autour de la bouche et modifié un nez bosselé pour représenter la beauté du Nil d'une façon plus flatteuse.
AFP, mercredi 1er avril 2009. Néfertiti aurait subi un lifting. Le visage de Néfertiti a été lifté. C'est ce qu'affirment des chercheurs allemands dans le numéro d'avril du journal Radiologie. Une tomographie, technique d'imagerie médicale, de son visage en stuc, réalisée il y a 3400 ans et conservée au Neues Museum de Berlin, révèle qu'il a été sculpté en plusieurs étapes. Dans une première version, la reine d'Égypte avait une petite bosse sur le nez, des pommettes moins saillantes, des plis au niveau de la commissure des lèvres et des paupières moins appuyées. La preuve d'une opération de chirurgie esthétique? La main du sculpteur a pu suffire à établir sa légendaire beauté pour des siècles et des siècles. Un peu comme aujourd'hui, Photoshop arrange le visage des stars. Ouest France, jeudi 2 avril 2009. On voit que la science n'implique pas la rigueur de pensée. Passons sur le racolage de Photoshop et de lifting pour considérer le postulat indéfendable comme le nez au milieu de la figure. Il pose que la reine ressemblait davantage au buste en pierre sous-jacent qu'à l'image légèrement différente qu'offre la surface peinte la recouvrant, parce qu'elle y serait moins belle. On retrouve la peur du beau, du sublime. Peut-être le sculpteur a-t-il forcé le trait au départ, sachant que la couche de plâtre allait inévitablement adoucir le relief. Peut-être a-t-il au contraire corrigé son ébauche pour rapprocher au plus près de la réalité. Un artiste procède généralement dans ce sens, du général au particulier. Planter solidement le décor, puis le nuancer. Mais peut-être le souci était-il d'une toute autre nature. Et Thutmose cherchait-il à créer une image idéale, un nouveau canon esthétique. Le premier état n'approcherait pas plus de la réalité que le second. Nous n'en savons rien. Et ce n'est pas cette radiographie du volume caché qui permet de l'affirmer. Il aurait fallu rencontrer la reine pour le savoir. Ce renseignement dont la technologie s'enorgueillit ne nous dit rien sur l'œuvre d'art qui n'a pas pour but de copier le réel. C'est le regard occidental qui s'extasie dès que l'art antique s'approche du réalisme, comme si cette orientation donnait raison à toute une tendance que nous avons connue et qui pourtant nous conduisit à une impasse. L'on aurait attendu de gens sérieux qui prétendent s'appuyer sur des recherches incontestables, des conclusions moins fantaisistes que cette spéculation hasardeuse à propos d'un lifting antique. En d'autres termes, il faut savoir interpréter ce que du matériel sophistiqué fait apparaître. Scientifique ne signifie pas obligatoirement vrai. Dans le journal Elle, on voit à quel point le modèle et son portrait sont indissociables pour le public, car le journaliste n'hésite pas à extrapoler, à moins que ce ne soit un exemple de téléphone arabe. Si elle est devenue banale, la chirurgie esthétique n'est pas un phénomène nouveau. La reine d'Égypte, connue pour sa beauté légendaire, Néfertiti, aurait subi en son temps un lifting. C'est ce que prouvent les chercheurs de l'école de médecine attachés à l'hôpital de la Charité de Berlin, en réalisant une étude pour la revue Radiologie. En effectuant une tomographie de la sculpture de Néfertiti, pièce majeure de la collection du Neues Museum de Berlin, les chercheurs ont découvert sous le stuc qui recouvre la pierre calcaire que la reine avait à l'origine une petite bosse sur le nez, des pommettes moins saillantes, des rides aux commissures des lèvres et des paupières moins marquées. Cette sculpture, régulièrement réclamée par l'Égypte, a été découverte par l'archéologue Ludwig Borchardt au début du XXe siècle.
Il sera exposé au Neues Museum dès le mois d'octobre. Elle, 31 mars 2009. La dérive est complète. Cette fois, il n'y a plus d'ambiguïté, ce n'est plus l'image de la reine qui a été améliorée, faussée, c'est elle-même qui a dû passer par le bistouri de la chirurgie esthétique, afin de pouvoir être présentée de la sorte. Naïveté, ignorance. Pour résumer, il est fascinant d'apercevoir tous les efforts qui sont déployés pour détourner le spectateur d'approfondir l'approche d'une œuvre d'art. Il s'agit de savoir des choses sur et d'avoir des choses à dire à propos de. Tout cela se substitue souvent à la capacité de voir ce que propose l'œuvre et qui est sa raison d'être. C'est en apparence le triomphe du savoir et de l'intelligence, mais c'est aussi la défaite approuvée de l'art et du beau, et du plaisir esthétique, qui se prennent tout autrement. C'est donc l'incompréhension du phénomène artistique dans sa spécificité. Je ne voulais pas terminer ces lignes sans évoquer un autre rapport de la science aujourd'hui, qui concerne la reconstruction faciale à partir d'un crâne. On a essayé de donner à voir ainsi le véritable visage de Toutankhamon. Mais la plus remarquable de ces trouvailles est bien celle faite par Richard Neave, BBC 2001, Son of God, qui peut se résumer ainsi. Nous n'avons pas retrouvé le crâne du Christ, mais nous en avons un de la même époque. Voici donc à quoi devait ressembler Jésus. Dans 1000 ans ou plus, l'on dira pareillement, nous n'avons rien retrouvé du célèbre auteur et artiste, mais nous avons un exemple contemporain. Voici donc à quoi ressemblait Jacques Chuillon. Et vive la science sans conscience!